Donc la chimie organique est une discipline difficile pour les élèves car elle utilise un formalisme important, que ce soit pour la représentation des molécules ou pour celle du déroulement d'une réaction chimique. Cette branche de la chimie est travaillée dès la classe de seconde à partir du modèle de la liaison covalente, puis en classe de première avec le modèle de Lewis. Donc ici, nous présentons une ingénierie didactique à base de jeux de société afin que les élèves appréhendent la notion de liaison et la représentation des molécules plus facilement. La problématique de ce travail est que comme les jeux permettent de mobiliser différents registres sémiotiques, le fait de passer d'un registre à l'autre enrichirait les stratégies de raisonnement chez les élèves et ainsi améliorerait leur compréhension du concept. Donc, dans une première partie, nous dresserons l'état des connaissances disponibles dans la littérature sur les difficultés des élèves. Le cadre de cette recherche et les hypothèses de recherche seront présentées. La troisième partie est consacrée à la présentation de l'ingénierie didactique et au recueil des données. Et dans une dernière partie, les résultats de l'étude sont exposés afin de regarder l'efficacité de cette ingénierie didactique. Donc, tout d'abord, rappelons les attendus du programme de seconde. La liaison covalente est définie comme la mise en commun de deux électrons externes par et entre deux atomes, chaque atome apportant un électron. Donc, les formules brutes, développées, semi-développées sont étudiées. Les élèves manipulent aussi des modèles moléculaires où les liaisons sont représentées par des bâtonnets dans le cas des modèles éclatés. La définition des isomères est également abordée. Par ailleurs, le modèle de l'atome, sa constitution ainsi que celle de son noyau sont étudiées, ainsi que la répartition des électrons dans différentes couches. La règle de l'octet, du duet, est aussi enseignée. En première, la représentation de Lewis est introduite afin de prévoir la géométrie des molécules. Donc, cette partie maintenant a pour but de décrire les conceptions erronées susceptibles d'exister chez les élèves de seconde liées à la liaison covalente. Donc, tout d'abord, certaines de ces conceptions découlent d'une mauvaise compréhension de notions étudiées antérieurement par les élèves. Par exemple, l'idée reçue selon laquelle les atomes seraient l'unité de base de la matière. Certains élèves ne perçoivent aucune contradiction à affirmer à la fois que les atomes sont constitués de protons, de neutrons et d'électrons, et que l'atome est la plus simple partie qui constitue la matière. Les électrons seraient aussi des ions chargés négativement, et la liaison chimique se formerait entre eux. On retrouve une mauvaise compréhension de la description microscopique de la matière, puisque ces élèves ne semblent pas distinguer les notions d'espèces chimiques et d'électrons. Cette description laisse penser que la liaison chimique se forme entre les électrons, au lieu de penser que les électrons constituent la liaison chimique. Pour certains, au sein de la liaison chimique, les électrons n'ont aucun mouvement. Cela provient probablement de la représentation de la liaison covalente sous forme de bâtonnets figés entre deux atomes. Donc, cette idée rejoint celle d'un lien matériel et physique entre les atomes, formant une liaison, donc une sorte de ficelle entre les atomes, donc une conception matérialiste. Une autre conception selon laquelle, pour les élèves, les atomes forment autant de liaisons covalentes qu'il y a d'électrons sur leur couche de valence. Donc, on peut prendre l'exemple, par exemple, de l'atome d'azote qui, pour certains élèves, devrait établir 5 liaisons au sein d'une molécule puisque cet élément possède 5 électrons de valence. Cette conception découle d'une mauvaise compréhension de la règle de l'octet. Il faudrait mettre l'accent sur le fait que cette règle est avant tout un outil pour reconnaître les édifices stables et que le remplissage des couches n'est qu'une conséquence de la formation des liaisons et non l'inverse. De nombreux élèves personnifient aussi les atomes en employant des verbes comme vouloir, avoir besoin, donc pour décrire les phénomènes dans lesquels interviennent les atomes. Il existe d'autres conceptions erronées chez les élèves au sujet de la liaison chimique, mais elles sont liées aux géométries des molécules, aux répulsions des doublés électroniques non liants, à la polarité, à l'électronégativité, donc des notions qui ne sont pas au programme de seconde, donc qui ne seront pas exposées ici. Donc, ce travail s'intéresse à l'efficacité d'une séquence d'enseignement de la chimie sur l'apprentissage des élèves. L'analyse menée se centre sur l'importance du langage et des systèmes de représentation dans l'apprentissage de la liaison chimique et la représentation des molécules. Donc, afin de conceptualiser la liaison chimique, il est possible de recourir à divers types de représentations, des schémas, des phrases, des graphiques, des calculs mathématiques. Donc, Duval distingue les représentations mentales, qui constituent l'ensemble des conceptions que possède un apprenant sur un objet, des représentations sémiotiques, qui correspondent à l'ensemble des objets utilisant les mêmes signes et appartenant à un même système. Donc, ces représentations sémiotiques sont en fait des outils de communication pour rendre explicite à autrui des représentations mentales. Donc, l'intérêt d'une coordination de plusieurs registres dans un apprentissage est donc d'enrichir le concept étudié pour favoriser sa compréhension. Donc, la compréhension d'un concept à travers un seul registre limite la capacité de l'élève à mobiliser ce concept, donc dans des situations variées, et occulte une partie de son sens. Donc, on peut représenter ici le concept en utilisant les registres de Duval, appliqués à la liaison.
Donc, si on prend les registres de Duval, le registre de la langue naturelle, ça serait la définition de la liaison covalente. Le registre formel ou algébrique, ça serait le calcul avec la règle de l'octet pour déterminer le nombre de liaisons que peut faire un atome. Le registre numérique, ça serait sous forme de tableau avec différents atomes, le nombre d'électrons externes qu'ils ont et donc le nombre de liaisons qu'ils peuvent faire. Le registre graphique n'intervient pas au niveau de la seconde, ça pourrait être des diagrammes d'énergie des orbitales moléculaires. Et le registre illustré, molécules semi-développées ou développées. Donc cette représentation de la liaison covalente dans divers registres sémiotiques permet ainsi d'enrichir sa conceptualisation. Et il est important aussi de remarquer que chacun de ces registres met en évidence des propriétés différentes du concept. Donc, une hypothèse est qu'un enseignement mobilisant plusieurs registres sémiotiques permettrait une meilleure compréhension du concept de la liaison chimique. Donc, la coordination entre les registres sémiotiques n'est pas spontanée. Il semble important de privilégier des séances d'apprentissage permettant des activités de conversion entre les registres. Donc, convertir une représentation d'un système à un autre permet notamment d'expliciter d'autres aspects du concept et d'enrichir ainsi sa compréhension. Donc, nous avons mis en place, en étroite collaboration avec l'enseignant, une ingénierie didactique basée sur l'utilisation de jeux qui permet de mobiliser plusieurs registres sémiotiques, ce qui devrait conduire à une meilleure compréhension, comme je l'ai dit, de la notion de liaison et de la représentation des molécules. Donc, l'étude se déroule en France. L'enseignant est dans sa première année d'enseignement et avait obtenu un master en didactique 2 ans avant cette étude. Ce professeur a 2 classes de seconde. Il y a 36 élèves dans chaque classe, dont aucun n'est redoublé, et ils ont entre 14 et 16 ans. Les 2 classes ont un très bon niveau scientifique. Le corpus donc, de cette recherche est constitué des vidéos de l'ingénierie didactique qui ont été transcrites, caméra donc, qui a été focalisée sur un groupe d'étudiants. Nous avons utilisé donc, ces transcriptions pour illustrer l'analyse des jeux. Donc, nous avons également eu accès aux traces écrites des élèves lors de l'ingénierie didactique, ainsi qu'à l'évaluation faite par l'enseignant à la fin de la séquence. Donc, enfin, des tests effectués en classe au début et à la fin de la séquence, un pré-test et un post-test, ont permis d'interpréter l'intérêt de l'utilisation des jeux. Chaque item a été conçu dans le but de récupérer des informations pour nos questions de recherche. Donc, ces tests ont également été réalisés dans une autre classe de seconde, du même lycée, de niveau équivalent, mais qui n'avait pas suivi l'ingénierie didactique. Donc, il va constituer notre classe témoin, puisque le reste de la séquence avait été similaire. L'année suivant cette expérience, donc un test a été proposé à des élèves de première du même lycée à la fin du chapitre sur la représentation de Lewis. Donc ce test reprend les questions du post-test de seconde et a été complété suite à la séquence de première. Donc 2 enseignants ont fait passer ces tests dans 3 classes en prenant un peu de temps sur leur cours de chimie. Donc ainsi, parmi les 82 élèves qui ont passé ce test, on peut distinguer 2 populations, l'une qui avait suivi l'ingénierie didactique l'année précédente, donc 24 élèves, et l'autre qui ne l'avait pas suivi, 58 élèves. Donc une comparaison peut donc être établie entre ces 2 populations. Donc une ingénierie didactique basée sur des jeux mobilisant ainsi différents registres sémiotiques a donc été mise en place. Cette ingénierie didactique consiste à engager les élèves dans les processus de conversion des représentations. Il s'appuie sur des jeux inspirés de jeux de société bien connus, comme le Qui est, le jeu des 7 familles, le Memory. Donc, chaque jeu a été conçu de manière à mobiliser plusieurs registres afin que les élèves s'entraînent à passer d'un registre à l'autre. Donc, selon nos hypothèses de recherche, ce processus de conversion devrait permettre aux élèves de mieux construire les notions abordées. Donc, les élèves sont en demi-groupe pour une séance d'1h30 et les élèves sont en groupe de 3 et disposent de 30 minutes par jeu. Donc, je vais vous présenter les jeux. Donc, le jeu des 7 familles a été construit de telle façon que chaque famille comporte 6 cartes, comme dans la version classique. Donc, la figure présente ici la famille du méthane. Donc, chaque carte correspond à une représentation ou une caractéristique de la molécule, la fonction chimique, la formule brute, le nombre d'atomes de carbone, le nombre d'hétéroéléments, le modèle moléculaire et la formule développée. Donc, l'objectif de cette famille est d'amener les élèves à utiliser différents registres, oral à travers les interactions au sein du groupe, écrit avec l'utilisation des cartes, illustré grâce aux diverses représentations des molécules et algébrique par le dénombrement des carbones et des hétéroéléments présents dans la molécule. Donc, le jeu des 7 familles a pour objectif de permettre aux élèves de construire une vision globale des molécules à l'aide des différentes représentations de celles-ci. Le jeu du Memory est une adaptation du jeu classique. Donc, les cartes sont positionnées face cachée. La modification qui a été apportée est qu'au lieu de devoir retrouver 2 cartes strictement identiques, il faut retrouver la formule développée ou semi-développée et la formule brute associée. Donc, il s'agit d'un jeu de 24 cartes et ici, vous avez 2 paires qui sont présentées.
Donc, pour gagner la partie, les élèves sont amenés à passer de la formule brute à la formule développée rapidement. Donc, cette activité permet de mobiliser le registre illustré, mais également le registre algébrique, puisque le dénombrement des atomes composant les molécules doivent être faits. L'ensemble des molécules choisies ne constitue pas des isomères, pour ne pas ajouter une difficulté supplémentaire à l'activité. De nombreux élèves expliquent convertir les formules développées en formules brutes. D'autres élèves adoptent la stratégie inverse. Pour ces élèves, il est donc nécessaire de retenir le nombre de liaisons des formules semi-développées, puisque leur stratégie consiste à distinguer les différences d'agencement d'atomes au sein des molécules. Et une dernière technique mise en place par de nombreux élèves a été la recherche d'hétéroéléments. Donc finalement, ce jeu semble avoir permis aux élèves de donner du sens au concept de formules brutes et de formules développées et de semi-développées, mais également de lier ces deux objets. Le jeu du qui est s'est inspiré du jeu du commerce. Donc, le support utilisé est constitué d'un plateau de jeu et d'un jeu de cartes qui correspond aux différentes cases du plateau. Donc, cette activité permet de réutiliser l'ensemble des notions rencontrées. Donc, en effet, pour gagner une partie, l'élève doit questionner son camarade sur les caractéristiques de sa molécule. Il peut interroger son camarade sur la structure de sa molécule, comme par exemple, la molécule présente-t-elle 5 atomes de carbone? Les élèves donc, font appel à la formule brute, et plus particulièrement au passage de la formule développée à la formule brute, et inversement. En termes de registre, dans ce jeu aussi, les élèves peuvent passer du registre oral au registre illustré et au registre algébrique. Il est à noter que de nombreux isomères ont été choisis, contrairement au jeu précédent, au memory, pour que les stratégies gagnantes du jeu ne se limitent pas à la détermination de la formule brute de la molécule. Donc, pour gagner, les élèves ont converti la formule semi-développée en formule brute. Il est cependant intéressant de noter qu'aucun élève filmé n'a posé la question « est-ce que la molécule a pour formule brute ?» Donc, cette observation peut se justifier par le fait que le jeu de cartes était composé de nombreux isomères, donc la formule brute n'est donc pas un élément discriminant permettant d'avancer dans le jeu. Par contre, les élèves se sont servis de formules brutes pour s'interroger sur la présence d'hétéroatomes. Ensuite, les élèves ont mis en place d'autres stratégies en demandant les fonctions chimiques aussi des molécules. Donc, la stratégie la plus employée par les élèves a été celle qui s'appuyait sur les formules semi-développées des molécules. Donc, plus précisément, ils ont centré leur attention sur l'agencement spatial des molécules et sur la nature des liaisons. Donc, nous allons maintenant passer au questionnaire que nous avons mis au point, chaque item ayant pour vocation de nous éclairer sur nos questions de recherche. Donc, dans un premier temps, nous regardons l'efficacité de l'ingénierie didactique en comparant les résultats du pré-test et du post-test dans les classes testées. Puis, nous comparons les résultats du post-test entre les classes testées et la classe témoin. Donc, regardons d'abord les questions posées à la fois dans le pré-test et le post-test. Donc, la première question où il faut expliquer le terme de liaison covalente permet de recueillir le maximum de conceptions initiales chez les élèves. Une réponse attendue est en seconde, donc la mise en commun de 2 électrons externes entre 2 atomes, comme je l'ai déjà dit, donc chaque atome apportant un électron. Il est donc possible de comparer les réponses des élèves aux conceptions relevées dans la littérature, le lien matériel, comme on a vu, l'idée aussi que la liaison peut se faire entre 2 électrons ou encore entre 2 ions. Donc on voit pour cette question que la séquence a eu un réel impact sur la notion de liaison covalente, puisqu'on constate une progression entre le début et la fin de la séquence pour les classes testées, mais également de meilleurs résultats pour les classes testées par rapport à la classe témoin. La seconde question vise à recueillir la vision qu'ont les élèves de la liaison covalente. Donc là, il s'agit d'une question à choix multiple, ce qui permet, contrairement à la première question, de proposer plusieurs conceptions erronées que les élèves pourraient avoir, mais qu'ils ne penseraient pas à écrire dans la première question. Donc cette question complète en fait la première. On voit que la séquence a eu un effet sur les classes testées. L'analyse comparée des réponses au post-test avec la classe témoin montre que pour les deux classes, les deux échantillons d'élèves, la proportion d'élèves qui pensent que la liaison covalente se fait entre 2 atomes est sensiblement la même. La question 3 vise la représentation que se font les élèves d'une liaison. Donc, autrement dit, cette question ouverte change de registre puisqu'elle interroge la représentation et non pas, comme les 2 premières, la définition d'une liaison. Pour les classes testées, on observe donc que les élèves savent après la séquence représenter une liaison. Et par ailleurs, on retrouve également les mêmes proportions pour les élèves de la classe témoin. Donc ces 2 dernières questions ne sont pas discriminantes. On peut donc en conclure que la séquence proposée n'a pas d'impact majeur sur la représentation d'une liaison. Mais nous allons voir que certaines réponses permettent cependant de constater des différences d'apprentissage. Donc la 4e question est à choix multiple et vise une autre conception trouvée dans la littérature, la position des électrons au sein de la liaison covalente. Donc on voit une amélioration dans les classes testées. On constate que pour la classe témoin, 41% des élèves pensent que les électrons sont en mouvement au sein de la liaison covalente, alors que ce pourcentage est plus fort, 84% dans les classes testées, ce qui semble indiquer que les élèves des classes testées ont acquis une certaine connaissance du modèle de la liaison chimique. Les questions 5 et 6
permettent de mesurer la facilité des élèves à passer d'un registre à un autre. Donc, la cinquième question porte sur le dessin d'une molécule d'eau ou de méthanol dont la formule brute est donnée. Donc, il s'agit donc du passage de la formule brute au registre des schémas. Ce ne sont pas les mêmes registres qui sont travaillés dans la question 6, puisque là, il est demandé aux élèves de passer de la formule brute au registre langagier écrit, sur l'exemple de la molécule d'éthanol. Donc, en ce qui concerne les conversions registres, il apparaît clairement que ce type de processus a davantage posé problème dans la classe témoin que dans les classes testées. Maintenant, pour le post-test, nous regardons donc les trois questions. La septième question, pourquoi deux atomes peuvent-ils se lier? Donc, lorsqu'on interroge les élèves sur l'interprétation physique de la liaison covalente, c'est-à-dire donc la mise en commun d'électrons, on compte 80% d'élèves des classes testées qui fournissent une interprétation correcte contre 18% dans la classe témoin. Les questions 8 et 9 sont conçues pour faire mobiliser des registres différents aux élèves, mais elles ne sont pas discriminantes. Donc, d'autres questions avaient été posées aussi dans ce questionnaire concernant les réactions des élèves sur l'enseignement qui leur a été dispensé, mais elles ne sont pas présentées ici. Donc, au vu de ces résultats, il semble donc que l'enseignement dispensé ait permis de favoriser une construction plus globale du concept de liaison covalente. Maintenant, en plus donc, de la comparaison avec la classe témoin en seconde, nous avons fait passer l'année d'après un test auprès des élèves du même établissement, désormais en première. Donc, parmi les élèves interrogés, certains avaient suivi l'année précédente la séquence jeu. Ainsi, la présence de ces deux types de populations nous a permis d'apprécier l'efficacité de cette séquence en termes de registres sémiotiques mobilisés. Donc, ce test a eu lieu après la séquence sur la représentation de Lewis. Donc, dans ce test, des questions sur cette représentation ont été posées, ainsi que des questions sur la liaison covalente et le modèle de Lewis. Donc, ici, nous nous intéressons aux questions relatives à la liaison covalente et à la représentation des molécules. Les réponses à ce test montrent que, globalement, les élèves ayant suivi la séquence jeu l'année précédente obtiennent de meilleurs résultats. Donc, le pourcentage de réussite par question est meilleur. Donc, regardons maintenant de plus près quelques items significatifs concernant notre problématique. Donc, pour la question sur la définition de la liaison covalente, 46% des élèves ayant suivi la séquence jeu donnent une définition correcte, contre 19% pour les autres élèves. La deuxième question a pour but de faire mobiliser des registres différents aux élèves, donc passer d'une formule semi-développée à la formule brute correspondante. Donc, parmi les élèves ayant suivi la séquence jeu, 92% donnent une réponse correcte, contre 81% pour ceux qui ne l'avaient pas suivie. La question 3 doit montrer si les élèves ont acquis une connaissance plus approfondie des différentes représentations. Donc, les principaux défauts mentionnés sont que sur une formule développée ou semi-développée, il n'est pas possible de voir le doublet non liant, ni la géométrie. Donc, 36% des élèves qui n'ont pas suivi les jeux n'ont pas signalé de défaut, contre 12,5% de ceux qui les ont suivis. Donc, de plus, cette question ouverte permet aux élèves de donner plusieurs réponses possibles. On constate également une grande variété de réponses chez les élèves qui ont suivi les séances de jeu, puisque 38% d'entre eux donnent plus d'un critère, contre 10% chez ceux qui ne l'ont pas suivi. Enfin, pourquoi deux atomes peuvent-ils se lier? Cette question est utilisée pour voir si les élèves ont compris le concept de liaison covalente. Donc, elle complète la première question de ce test. Là encore, les élèves ayant suivi l'ingénierie didactique l'année précédente ont mieux répondu à cette question, 83,3% contre 65,5%. Donc, l'objectif de ce travail est de voir si la mobilisation de plusieurs registres sémiotiques dans des situations comme des jeux peut favoriser l'apprentissage du concept de liaison chimique. Donc, la mobilisation de plusieurs registres sémiotiques permettrait de construire de façon plus globale un concept. Donc, les résultats des élèves lors du post-test montrent qu'ils sont capables de passer aisément d'un registre à un autre. De plus, la mobilisation de plusieurs registres semble avoir participé à la construction d'une vision plus globale du concept de liaison. En comparaison, les élèves de la liaison témoin, pour qui les conversions de registres sont apparues plus difficiles, sont plus nombreux à ne pas avoir construit ce concept de liaison dans sa globalité. De plus, ce projet a montré comment des jeux de société classiques peuvent être détournés à des fins d'enseignement. Ils se sont avérés particulièrement utiles à l'apprentissage du concept de liaison chimique. Donc, les jeux de memory de cette famille du Kies ont impliqué des élèves dans des stratégies de conversion de registres permettant la construction des notions de liaison, de représentation des molécules. L'analyse des questionnaires de première, un an après cette ingénierie, montre son efficacité. Le recours à plusieurs registres semble donc favoriser l'apprentissage de la liaison covalente à travers plusieurs types de représentations. Et enfin, ce travail se poursuit. En première année d'université, le modèle de Lewis est encore étudié, mais il est enrichi par un autre modèle, celui des orbitales frontalières, car certaines réactions ne peuvent pas être interprétées avec le modèle classique. Donc, les deux modèles coexistent alors dans le supérieur.
Et le passage d'un modèle à un autre génère de nombreux questionnements chez les étudiants. Donc, notre travail se poursuit donc pour regarder d'un point de vue didactique la notion de liaison à la transition lycée-université. Donc, nous avons déjà commencé ce travail par des observations en classe et la passation de tests en première année de l'université. Et les analyses sont en cours. Je vous remercie pour votre attention et je remercie aussi les organisateurs pour m'avoir permis de présenter ce travail et leur travail pour permettre à ce congrès de se tenir dans ces conditions. Merci à vous.